Laura Pouget, d'abord un petit état des lieux. On va découvrir avec vous une partie, parce qu'on réserve quelques surprises, de ce trombinoscope gouvernemental à la sauce Donald Trump. La nomination promise est arrivée. C'est déjà la première chose. Un peu comme le Messie, en fait. Celle d'Elon Musk, vous l'aviez deviné, j'imagine, premier soutien de la campagne de Donald Trump qui devient, sur décision du futur président, chef du département de l'efficacité gouvernementale. Un poste qu'il devra assurer conjointement avec un autre homme d'affaires, le républicain Vivek Ramaswamy, ici en photo, éphémère rival de Trump à la primaire. Ensemble, ces deux Américains formidables traceront le chemin afin de démanteler la bureaucratie gouvernementale, sabrer les régulations excessives, couper dans les dépenses inutiles et restructurer les agences fédérales, a expliqué Donald Trump dans le communiqué de leur nomination. Il a donné à ces deux nouveaux ministres jusqu'au 4 juillet 2026 pour achever leurs travaux, soit le 250e anniversaire de la déclaration d'indépendance américaine. Un symbole suivant l'autre. Il a aussi qualifié leur projet de projet Manhattan de notre temps, du nom du programme de recherche américain pour développer la bombe atomique pendant la Seconde Guerre mondiale. Précisons cependant qu'Elon Musk et son acolyte ne prendront pas la tête d'un nouveau ministère, mais opéreront en dehors du gouvernement fédéral, ce qui permettra au milliardaire de 53 ans de rester aussi patron, le patron entre autres de Tesla, SpaceX, du réseau social X ou de la start-up Neuralink. Cela va envoyer une onde de choc dans le système, a réagi Musk. On ne va pas y aller en douceur, a renchéri son nouveau binôme. Ne pas y aller en douceur, c'est bien l'impression que l'on avait eue lors du meeting de Trump au Madison Square Garden de New York. C'était fin octobre. Écoutez Elon Musk qui évoquait déjà ses futures responsabilités. Très bien. Je n'ai qu'une seule question à vous poser et puis je m'en irai parce que c'est votre scène. Combien pensez-vous que nous pouvons retirer de ce budget gaspillé de 6,5 trillions de dollars de Harris et Biden ? Eh bien, je pense que nous pouvons faire au moins 2000 milliards. Oui, 2000 milliards. 2000 milliards. Le gouvernement Barnier demande des recettes à Elon Musk. Allez, plus sérieusement, Magali Barthez, vous me disiez dans le creux de l'oreille, j'y étais, ben oui. Vous étiez à ce meeting important dans la campagne. Alors on va parler du casting, bien évidemment, et de Musk. Alors pas que de Musk, parce qu'il ne faudrait pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt, tant la forêt est luxuriante et elle tient les promesses du candidat Trump. Mais c'est vrai qu'Elon Musk, au Madison Square Garden, donc en plein cœur de Manhattan, ce jour-là, est accueilli, mais comme une véritable rockstar par la foule des militants trumpistes, celui qui va co-diriger donc je sais pas, celui qui dit qu'on ne sera pas dans la douceur, c'est ça. Voilà. Alors également était sur scène Ramaswamy et qu'on avait vu aussi à la convention républicaine, qui là aussi est ovationné par les supporters. Il faut bien comprendre que les Trumpistes, les électeurs de Donald Trump ont vraiment voté pour ça aussi, pour ces coupes sombres et pour et contre en fait cet État fédéral qu'ils estiment mais omnipotent, et ils pensent véritablement qu'il faut faire des coupes drastiques, un peu sur le mode de ce qui se fait en ce moment en Argentine, vous savez, où le nouveau pouvoir en effet fait supprimer le ministère de l'Éducation, ce genre de choses. Donc il y a vraiment une volonté de déréguler, et évidemment Elon Musk, tout ça sert ses propres intérêts. La dérégulation, ça va permettre aussi à Elon Musk d'aller plus loin pour ses voitures autonomes, pour l'intelligence artificielle. Donc il y a aussi un intérêt. J'ai vu passer d'ailleurs qu'il prenait des participations ou le contrôle de Ford. Non, mais de toute manière, il a investi 100 millions de dollars dans cette campagne, mais ce n'est rien par rapport aux milliards que représentent les contrats, par exemple, de SpaceX avec la NASA. Donc, de toute manière, il a fait un investissement minime par rapport à ce que ça peut lui rapporter en retour sur investissement aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il faut bien comprendre que les électeurs de Trump, encore une fois, ont voté pour justement ce grand jeu de chambardement et cette volonté d'y aller vraiment à la hache dans les dépenses. 2000 milliards, c'est un tiers du budget fédéral. C'est vrai
que les électeurs de Trump ont voté pour ce type de mesure, mais il faut rappeler qu'en 1993, Bill Clinton avait déjà promis de réinventer le gouvernement et il y avait une agence montée et menée par le vice-président Al Gore qui s'appelait le Partenariat national pour réinventer le gouvernement. Qu'est-ce qu'on a vu à la fin du mandat de Bill Clinton? Il y a eu quelques doublons supprimés. C'est toujours très payant électoralement d'annoncer qu'on va... En France, on appelle ça simplifier, non? C'est le principe de simplification. Politique de simplification. Voilà. Et en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Et puis, il y a un deuxième élément qui concerne Elon Musk. Certes, il est en dehors du gouvernement, mais on va lui demander de regarder des agences qui, par ailleurs, ont lancé 20 enquêtes contre lui. Donc comment faire pour diriger ou surveiller des agences, voire réduire des agences fédérales qui elles-mêmes ont promis de surveiller Elon Musk? Vous le voyez, rien n'est tout à fait simple. Alors on va le voir dans un deuxième temps également parce que on parlait de la politique d'achat bien évidemment, mais il y a la politique de coupe sombre et notamment dans les patrons et les responsables de ces agences. Ça vire beaucoup, l'armée, les services de renseignement. Là aussi c'est le grand ménage. Il y a à ce point du grain à moudre dans cet État fédéral que les Américains ont l'air de plébisciter cette politique de coupe drastique de Trump. C'est vrai que vu d'Europe, si vous voulez, on a l'impression que les États-Unis, c'est le paradis du néolibéralisme avec zéro réglementation et pas d'État. Alors qu'en réalité, l'administration américaine, la bureaucratie américaine est quand même assez importante. Et il y a énormément de lois aux États-Unis. Je ne sais pas si c'est lors de ce meeting, mais M. Musk, par exemple, a expliqué que lorsqu'il lance une fusée, il faut qu'il signe un certain nombre de papiers pour prouver que la fusée ne va pas retomber dans la mer et sur les baleines. Voilà, sur les baleines, etc. Donc c'est vrai que ça va quand même assez loin dans le détail de ce qu'on demande aux entrepreneurs. Il y a aussi, il faut quand même le rappeler, une situation budgétaire qui est très mauvaise aux États-Unis. Une des raisons, on l'a dit, une des raisons de la défaite de Mme Harris, c'est que les États-Unis depuis plusieurs années ont un problème d'inflation qui a été alimenté par les dépenses de l'État fédéral. Aujourd'hui, 2024. Vous avez 6% du déficit aux États-Unis. En fait, ils sont dans la situation où nous sommes en France et 124% du PIB de dette. Donc il y a quand même un problème d'équilibre. Il y a une nécessité de réduire les dépenses publiques. Maintenant, je suis d'accord avec ce qu'a dit ma voisine, c'est-à-dire qu'il y a un problème, certes, mais est-ce que M. Musk va réussir à vraiment taper là où ça fait mal? C'est pas du tout évident parce que les plus gros budgets, c'est les retraites, c'est un peu comme chez nous, l'assurance maladie, et ça, Trump a dit qu'il n'y toucherait pas. Boris Menanti, merci d'être avec nous. Je rappelle, auteur de Elon Musk, le bonimenteur. Le bonimenteur, eh bien, il accède au pouvoir, il accède à la Maison-Blanche, il accède à un ministère d'envergure avec une mission importante confiée par Donald Trump. Vous le sentez capable, crédible? Et puis après, je vous poserai une autre question. Quid du couple Musk-Trump? Est-ce que ça va durer? Capable, disons qu'en tout cas, il a fait beaucoup de promesses. On verra s'il les tiendra. Ce qui peut être certain, c'est qu'il va tout faire pour tirer la couverture à lui, pour favoriser ses entreprises et in fine sa fortune personnelle. Il l'a déjà un peu glissé. Ce matin, il pointait des dépenses considérées comme absurdes de l'État fédéral et c'était des dépenses de quelques centaines ou milliers de dollars. À côté de ça, il a quand même mentionné que la NASA avait peut-être pas besoin d'une nouvelle capsule spatiale, capsule qui doit être fabriquée par Boeing, son principal concurrent, le principal concurrent de SpaceX. Donc on voit très très bien le conflit d'intérêts que ça pourrait générer. Alors, est-ce que Musk, c'est un businessman? Ça, on le sait. Est-ce que c'est un homme d'État ou est-ce que ça veut dire que... Pardon, il va gérer la politique différemment? Ou est-ce que ce sera une autre politique? En tout cas, c'est difficile de savoir parce que c'est une grande première pour lui, sans savoir ce que ça va donner. Pour autant, s'il y a une constante dans la vie d'Elon Musk, c'est qu'il fait tout toujours dans son propre intérêt, dans l'intérêt de ses entreprises. Il cherche systématiquement à les favoriser. Ça a été dit juste avant. Il y a une vingtaine d'enquêtes sur ces entreprises en cours. Rien que l'an dernier, ces entreprises ont touché plus de 3 milliards de dollars de subventions. Être à la tête d'une commission qui pourrait chapeauter toutes les agences fédérales, c'est avoir un pouvoir énorme sur ces agences qui à la fois enquêtent et à la fois lui donnent des subventions. Vous restez avec nous, derrière, Boris. c'est vraiment le businessman qui fait un coup politique.
Bon, entre businessmen. Juste d'un mot sur cette image, elle a son importance. Le convoi du président, le 47e président des États-Unis, qui arrive à West Palm Beach, tout simplement parce que Donald Trump a une journée importante. On la suivra d'ailleurs en direct sur LCI. 17h, Maison-Blanche avec Joe Biden, à l'initiative d'ailleurs du toujours président américain, dans un souci d'une bonne passation de pouvoir. Et puis après, il y a un gros rendez-vous. Peut-être, pardon de vous interrompre, peut-être avec Elon Musk, parce que les fins limiers américains ont essayé de savoir si Donald Trump allait embarquer Elon Musk, qui a fait savoir qu'il souhaitait être dans le bureau ovale lors de cet entretien, et que pour l'instant, personne n'est en mesure de confirmer ou d'infirmer qu'Elon Musk pourrait être à l'intérieur du bureau ovale.